Bien, 13h30. On va y aller si tout le monde est prêt. Merci beaucoup à tous d'être là pour cette table ronde vivante sur la cohésion nationale comme pilier de l'unité et de la résilience de la nation face aux crises. Alors pour tout vous dire, il y a quelques mois, j'ai voulu entrer dans la réserve. Et c'est un peu un parcours du combattant, mais je suis assez contente, je pense que je vais parvenir à mes fins. Je voulais entrer dans la réserve parce que d'abord, je suis petite fille d'un général de l'armée de l'air, héros de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, et que donc on a beaucoup entendu parler, petite, de cohésion nationale, etc. Mais la cohésion nationale, si j'ai voulu entrer dans la réserve, c'est que je me suis dit que peu à peu, ça disparaissait, en fait, ça s'évanouissait dans le lointain. Alors il y a bien eu 2015, et tout à coup ce sursaut, cette mobilisation à la fois citoyenne et puis un peu partout dans le pays. Mais c'est vrai que c'est une problématique à laquelle on n'est plus tellement habitué dans le civil. On ne se pose plus la question de ce qui fait de nous une nation. Et il se trouve qu'avec les derniers soubresauts de l'histoire et son accélération folle et récente, tout à coup, c'est de nouveau une problématique qui ressurgit de façon très éclatante dans les médias qui jusqu'alors ne s'y intéressaient plus tellement. Ce qui fait de nous une nation. Le journal de France 2 a ouvert dessus dimanche soir dernier et toute la presse s'interroge sur ces problématiques qui sont vraiment pas nouvelles et qui sont quand même, qui sont vitales, évidemment. Donc, pour parler de tout ça aujourd'hui, dans cette heure et demie, on a l'honneur d'avoir avec nous, messieurs, vous me pardonnerez, mais honneur aux dames, Madame Gojal, bonjour Madame, vous êtes docteur en géographie, professeure puis inspectrice d'histoire géo, chef du bureau jeunesse de la division cohésion nationale de l'état-major des armées, donc ça c'est vraiment un gros dossier, hein, on est d'accord. Lieutenant-colonel Claire Berthaud, bonjour Madame, vous êtes attachée de défense à l'ambassade de France en Finlande. Monsieur Jean-Christophe Erard, monsieur, vous êtes conseiller délégué pour la stratégie nationale de résilience auprès des collectivités territoriales et du SGDSN. Le général Jean-Philippe Crac. Bonjour, général. Vous êtes officier général stratégie RH de l'état-major des armées. On a plein de questions pour vous, j'aime mieux vous dire. Bah oui. Et monsieur Jakubowski, professeur des universités en sociologie des organisations et des institutions, directeur de l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation, c'est ça, de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Et pour vous aussi, on a plein de questions d'ailleurs, enfin pour tout le monde. Alors, on a structuré le débat en 5 parties et puis en une partie un peu de questions-réponses. Des parties où chacun des intervenants va intervenir, chacun prenant en charge la question centrale. Et d'abord, une petite question pour vous 5, très rapidement. En 2 mots, qu'est-ce que c'est pour vous la cohésion nationale? Sophie Gojard. Alors, je dirais que la cohésion nationale, ça serait pour moi le contraire peut-être de la fragmentation. Pour citer Thucydide, je dirais que finalement, on peut dire que la force d'une cité ne réside ni dans l'épaisseur de ses remparts, ni dans le nombre de ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. Merci. Général. Alors, peut-être en un peu plus de 2 mots, mais très rapidement quand même, très brièvement. Alors, moi, je vais faire mon petit chimiste. En fait, la cohésion nationale, c'est une colle. C'est la colle qui maintient, pour moi, unies entre elles, toutes les pièces qui sont diverses et qui l'ont toujours été, qui composent la population française. Et en fait, donc, comme c'est une colle, il y a une chimie qui a une formule. Cette formule, elle a plein d'ingrédients, et on va en parler pendant l'heure et demie qui vient. Mais elle a un catalyseur, pour moi, qui fait qu'elle prend et qui fait sa solidité. C'est le sentiment d'une communauté de destin. Et ça veut dire qu'on traverse l'histoire, le temps, irrémédiablement ensemble. Et qu'on a le sentiment que
ça, c'est irrémédiable. On est ensemble. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait la cohésion nationale. Alors, c'est plus facile rapidement dans les armées, puis c'est plus essentiel. L'équipage d'un navire, par exemple de la Marine nationale, lui, ça paraît évident, il ne va pas se détourner de l'air du bateau. Pareil pour la compagnie d'infanterie qui se prépare à partir en opération. Cette communauté de destin lui paraît évidente, et donc la cohésion est au centre. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis enfin, pour terminer rapidement, quand on dit cohésion, ça signifie qu'il faut qu'il y ait avant adhésion, donc aller vers adhésion. Merci beaucoup, Général. Sébastien Jakubowski. Oui, merci, bonjour à toutes et tous. Bon, pour reprendre la formule du général, ce qui constitue le fondement de la colle, 3 points, à mes yeux en tout cas, sans exhaustivité bien sûr. Premier point, le sentiment d'appartenance. Deuxième point, les valeurs partagées au sein d'une communauté. C'est assez bateau, vous me direz, et vous avez raison. Troisième point, la solidarité. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'était la suite, c'est-à-dire la colle existe. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? La colle n'existe que si elle s'éprouve. La cohésion nationale s'éprouve dans l'épreuve, elle se construit dans le partage, et surtout, elle n'existe pas de fait. Merci beaucoup. Lieutenant-colonel. C'est toujours très compliqué de passer derrière les gens qui ont déjà tout dit. La cohésion nationale, selon moi, c'est le vivre ensemble dans une société. C'est effectivement la solidarité, on en a parlé. C'est aussi, cela implique de respecter les droits, les siens, les droits des autres, et surtout de s'impliquer pour les devoirs. Ça veut dire respecter l'autre. Et en fait, prendre en compte l'autre. Voilà. C'est difficile d'arriver en 4e, mais vous voyez que vous complétez très habilement les 3 premiers propos liminaires. Non, moi, je suis très scolaire, l'ancien instituteur que je suis, s'en réfère toujours aux Saintes Écritures et notamment au Grand Larousse. Et vous verrez, général, que la définition qui figure n'est pas très éloignée de ce que vous venez de dire, puisque c'est l'adhésion, la force qui tient entre elles les différentes parties d'un tout. Je m'efforcerai tout à l'heure de vous montrer en quoi, comme l'a dit l'Assemblée nationale, la stratégie nationale de résilience, la conforte face aux crises, en se référant d'ailleurs très souvent à un certain nombre de valeurs. Il ne faut pas oublier pour faire cette cohésion. Et si on doit retenir que... Alors, vous m'avez donné 2 mots, moi j'en ai 5. C'est « ensemble, nous sommes plus forts ». Ne lâchez pas le micro, puisqu'on va on va parler maintenant de l'État qui n'existe que par la confiance que lui accordent ses citoyens. À l'heure où on le voit, la défiance envers les institutions grandit, à l'heure des grandes crises qui nous arrivent dessus ou qui sont déjà là. Comment renforcer la légitimité de l'État et garantir un climat de sécurité collective tout en construisant une résilience nationale durable ? Vous avez 2 heures. Non, vous avez le temps qu'il vous faut. Je vous avais dit qu'1 heure me suffirait, mais je vous remercie de l'extension. Alors j'ai la redoutable mission, sans le PowerPoint, dont j'ai appris hier qu'il ne serait pas diffusé, de vous le commenter et de vous exposer en 15 minutes maximum ce qu'est le SGDSN et ce qu'est la SNR. Alors je pense que dans la salle, la plupart des gens savent ce qu'est le GDSN. Je rappelle toutefois, même si ce n'est pas l'institution la plus connue de la République, d'ailleurs on ne cherche pas spécialement la publicité, que c'est une instance qui a été créée en 1906, donc elle n'est pas tout à fait récente, à une époque où les ministères n'étaient pas comme aujourd'hui regroupés dans le ministère des Armées, mais chaque entité des armées avait son propre ministère. Il y avait donc nécessité d'une coordination, et à l'époque c'était donc le secrétaire général de la Défense. Et puis progressivement les missions se sont étendues, et aujourd'hui nous sommes toujours un service du Premier ministre, donc secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, parce que nous avons gagné un grand nombre de missions. C'est par exemple nous qui opérons les communications classifiées de l'État, qui assurons la continuité des transmissions lorsque les autorités se déplacent sur le territoire national ou à l'étranger, qui suivons la non-prolifération des armements, qui effectuons, ça je pense que vous le savez, parce que quand personne connaît le SGDSN, au moins il connaît l'ANSSI, l'Agence nationale des sécurités et systèmes d'information, qui est l'un des services du SGDSN. Mais nous sommes un millier et donc il y a beaucoup d'autres directions. Comme je le disais, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous ne faisons rien, nous faisons faire ou nous bâtissons des stratégies, nous ne sommes pas des opérateurs. Comme le secrétaire général du gouvernement qui assure le secrétariat général du Conseil des ministres, nous assurons le secrétariat général du comité de défense, du Conseil de défense et de sécurité nationale, dont malheureusement l'actualité fait de plus en plus écho puisqu'il se réunit de plus en plus souvent.
Dans un contexte délicat, le secrétaire général Stéphane Bouillon a écrit dans son introduction que les crises successives, Covid-19, guerre en Ukraine, phénomènes naturels dévastateurs, dans un monde interdépendant qui voit s'accroître la conflictualité, y compris de haute intensité, et les effets du changement climatique, nous conduisent à réinterroger notre capacité à faire face à des crises majeures et intersectorielles, quelles qu'en soient les origines. Vous voyez en bas de cette frise qu'on ne s'intéresse pas à une crise, on s'intéresse à toutes les crises, on peut aller de la crise économique jusqu'à la guerre, en passant par la crise cyber ou la crise sanitaire, on est toujours confronté à une crise qui va remettre en cause le bon fonctionnement de nos institutions et du pays. L'émergence de nouveaux risques hybrides, cyber, risques systémiques, nous amène à réfléchir donc et à tirer les enseignements de 30 années de crise en construisant une stratégie interministérielle pour y faire face. Alors, ici, il y a essentiellement des gens issus du monde de la défense. Mais je vais vous citer quelques chiffres qui sont issus d'un rapport que l'ONU produit chaque année, parce qu'il y a une agence spécialisée pour suivre les catastrophes à travers le monde. Les catastrophes naturelles qu'elle suit, pour la première fois en 2024, dans son rapport, cette agence a eu l'idée de comparer ce qui s'était passé sur les 20 dernières années du XXe siècle et sur les 20 premières années du XXIe siècle. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le chiffre, même si les chiffres globaux sont absolument colossaux. Entre 2000 et 2019, il y a eu plus de 7000 catastrophes naturelles à travers le monde. Elles ont tué plus d'1 million de personnes. Elles en ont touché près de 4 milliards, dont un grand nombre à plusieurs reprises. Le coût pour le monde est de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Voilà, donc on ne parle pas d'une petite affaire. Et si l'on regarde secteur par secteur, ce qui est impressionnant, c'est qu'en comparant ces 20 années avec les 20 autres, on a une augmentation des sécheresses de 50%, des tempêtes de 50% également. Des inondations, c'est un facteur x2. Les feux de forêt également. Et le record, malheureusement, triste record, ce sont les canicules qui ont été multipliées par 3. Mais il n'y a pas que ces risques naturels. On a aussi de plus en plus de risques hybrides, technologiques, liés à la désinformation, liés aux fake news, liés aux tentatives d'ingérence, ce qui a d'ailleurs amené l'année dernière le SGDSN à créer un nouveau service, Viginum, qui lutte contre la désinformation et les tentatives d'ingérence. L'ANSSI également, je tiens à le dire, vous avez peut-être vu que le rapport annuel avait été publié avant-hier, montre qu'on a une hausse de l'ordre de 30% des attaques cyber, et notamment des rançongiciels à travers le territoire, qui touchent aussi bien les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales ou le secteur public. Le choc, ça a été Covid. Dans son discours que vous avez tous en mémoire lors du confinement, le président de la République a déclaré « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seule peut permettre de faire face aux crises à venir. » Donc voilà, on est vraiment à un moment charnière où il y a une sorte de grande bascule, alors même que cette notion, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent en profondeur aux questions de défense, ils l'ont en tête. La première apparition dans des textes pour la défense de la résilience, c'est le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale en 2008, qui dit « La résilience se définit comme la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure. » Vous voyez que là encore, on ne cite pas catégorie. On est bien face à une attaque systémique, quelle que soit sa nature. Puis à rétablir leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins, dans un mode socialement acceptable. Et la dernière phrase de ce paragraphe du livre blanc de 2008 est particulièrement intéressante, parce qu'elle dit « Elle concerne, donc on parle de la résilience, non seulement les pouvoirs publics, mais tous les acteurs économiques et la société civile tout entière. » Alors ce sujet, il n'est pas franco-français, hein, loin de là. Ça fait beau temps que l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN se sont dotés de stratégies de résilience. Et donc nous, en quelque sorte, nous rejoignons un mouvement international. Il y a d'ailleurs de très bons exemples en Europe, puisque
les pays baltes ou les pays nordiques. Sans doute que la proximité de l'ours russe et les craintes de ces morsures les poussent particulièrement, ont des politiques, notamment en direction de leur population, beaucoup plus développées et beaucoup plus importantes que ce que nous faisons en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du starter fait par le président de la République en 2020, donc, que se passe-t-il ? Thomas Gassillou, qui est le président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, obtient la création d'une commission qui s'appelle la résilience de la nation. On ne peut pas faire plus simple. Et le Premier ministre et le président de la République demandent au SGDSN de réfléchir à une stratégie nationale de résilience. Et le hasard des dates fait que ces deux produits vont aboutir au même moment. Alors, il y a 1 mois et demi d'écart, puisque le rapport de Thomas Gassillou est adopté à l'Assemblée nationale le 22 février 2022 à l'unanimité. Je vais peut-être répéter pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas compris. À l'Assemblée nationale, en 2022, un rapport a été adopté à l'unanimité. Faut-il que je répète une 3e fois ? Bon. Ce rapport, il est en ligne, je vous invite à le consulter. Je vais vous lire simplement un paragraphe qui est celui de la définition que fait le rapporteur Anaïs sur la résilience et la cohésion. La résilience nationale comme la volonté et capacité de la nation, dans toutes ses composantes, à se prémunir des principaux risques et menaces auxquels elle est exposée. Et si une catastrophe ou une agression majeure surviennent, à résister à leurs conséquences et à recouvrir rapidement un équilibre qui conforte sa cohésion et ses valeurs fondamentales. Et si vous lisez ce rapport, vous verrez, comme d'ailleurs le document sur la SNR, que cette problématique de valeur est vraiment le fil rouge qui guide la réflexion. Et c'est donc en avril 2022 que le Premier ministre et son cabinet, le directeur de cabinet de PM à l'époque, adoptent la stratégie nationale de résilience et en confient le pilotage au SGDSN. Et nous animons donc un nouveau comité interministériel, le CIRN, Comité interministériel de la résilience nationale. On n'est pas très créatif non plus dans les noms de sigles, qui va concerner l'ensemble des acteurs clés, évidemment l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs économiques, la société civile et plus généralement la population. Alors cette SNR, elle est construite dans une seule logique, avoir un État préparé pour les crises de demain. Elle comporte 3 axes et 73 actions. Alors si vous allez sur le site, vous allez être très déçus parce que vous pourrez tout voir, mais pas les 73 actions. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont classifiées. On s'est dit, c'est pas très malin au moment où on met le doigt sur des trucs qui peut-être sont des vulnérabilités, de les mettre en ligne. Voilà. Mais les axes, préparer en profondeur l'État aux crises, développer les ressources humaines et les capacités matérielles pour faire face, adapter la communication publique aux enjeux de la résilience. Et tout cela est donc suivi tous les 6 mois en CIRN pour mesurer l'état d'avancement des actions. Le petit diagramme qui est en dessous montre que face à tout type de crise, si on veut faire face, la première chose qu'il faut avoir en tête, et c'est vraiment le cœur de la résilience, c'est la notion de continuité d'activité. C'est cela qui va faire que la nation va pouvoir continuer à fonctionner, les citoyens à s'alimenter, se vêtir, aller travailler, les entreprises produire, etc. C'est vraiment cette question-là qui est au cœur de nos réflexions. Et elle ne peut fonctionner que si il y a une diffusion importante dans l'ensemble de la société d'une culture de la continuité d'activité et de la prise en compte de la culture du risque. La démarche de la continuité d'activité, et ça c'est la méthodologie que nous déployons partout, quelles que soient les structures, quelles que soient les entités, pour la SNR, c'est une réflexion en amont qui commence par la prévention de ce que l'on peut éviter lorsqu'on a identifié ces risques, et puis une préparation sous la forme de plans. Ben voilà ce qu'on ne peut pas éviter, il va falloir y faire face. Donc comment allons-nous réagir ? On va tester tout cela. Alors évidemment, on peut le tester en vraie grandeur s'il y a une crise, mais on n'est pas obligé d'attendre la crise, on peut faire des exercices. Et évidemment, après, il y aura la phase de rétex, ça les militaires connaissent par cœur, les civils un peu moins, mais ils commencent à apprendre et c'est particulièrement utile. Tout ça, vous le retrouverez, c'est mon moment d'autopromotion, il y en aura un deuxième tout à l'heure, sur un site en ligne du SGDSN qui s'appelle le guide de la continuité. Je suis à combien de temps là ? Pas mal, 14 minutes. 14 minutes. Ouais. Bon, je vais aller assez vite sur les éléments.
Sur le territoire national, l'ASNR se développe donc de l'État, en particulier avec la responsabilité du préfet qui, dans le département, est le représentant de l'État et qui a la responsabilité de la conduite de la gestion de crise, en binôme, en partenariat avec les collectivités territoriales, et notamment le maire, qui est dans la réalisation de crise, le directeur des opérations de secours, et forme donc un partenariat avec lui. Alors pour conclure rapidement et éviter le débordement qui pourrait conduire à une inondation, je voudrais dire que, comme on l'a signalé tout à l'heure, toutes les entités qui composent la société ont des responsabilités. Les entreprises, pas seulement au titre de leur RSE, mais aussi au titre de leur continuité d'activité, parce qu'elles sont nécessaires à la continuité d'activité plus globale. La mobilisation des citoyens, on l'a vu à Valence, ils ont envie de faire des choses, ils veulent être utiles quand il y a des crises. Et donc, il faut savoir les embarquer et leur donner des réponses aux modalités d'engagement, y compris quand on veut aller dans les réserves. N'oublions pas également que si la résilience permet d'apporter des solutions aux crises, elle est aussi une partie de la colle dont parlait le général tout à l'heure. Tout d'abord parce qu'en cas de crise, les premières populations frappées sont les plus fragiles. Les personnes isolées, les personnes âgées, les malades. Par ailleurs, elle va permettre donc d'aller vers et de rencontrer les gens, même hors des situations de crise, pour les avoir repérés. Et on arriverait donc, en cas de mise en œuvre de l'ensemble des forces dont j'ai parlé, à ce que souhaite le rapport de l'Assemblée nationale, qui est de recouvrer rapidement un équilibre qui conforte la cohésion sociale et ses valeurs fondamentales. En conclusion, pour la mobilisation des citoyens, il y a énormément d'outils. Vous connaissez les réserves, le SNU, la Journée nationale de résilience du 13 octobre, mais n'oublions pas non plus les formations aux gestes qui sauvent, tout le rôle des associations, y compris de voisinage, qui arrivent auprès des populations. Vers les citoyens, et je terminerai par là, il y a le portail gouvernemental risque.gouv.fr, il y a FR Alerte en cas de crise, il y a le PIMS sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a les commissions locales d'information, les commissions de suivi de site, les documents d'information sur les risques majeurs dans les communes, et puis il y a, depuis maintenant quelques semaines, en ligne, et c'est ma dernière autopromotion et ce sera ma phrase de conclusion, un site qui s'appelle élu-snr.cned.fr. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des petites plaquettes que vous pourrez emporter, comme ça vous pourrez le consulter, et qui permet en 1h30 aux élus et à leurs équipes de comprendre tout ce que je viens de vous dire. Mais eux, ils ont droit à 1h30, alors que moi, j'avais droit qu'à 15 minutes. Merci beaucoup, Jean-Christophe Hérard. Alors, vous venez de parler de la société civile, de la nécessité d'une continuité d'activité, de la mobilisation des citoyens. On va passer maintenant aux forces armées. Comment élargir et consolider le vivier de recrutement des forces armées, la cohésion interne des forces armées, Général Crac? Alors, vaste sujet, mais qui est le cœur de nos réflexions au niveau de la stratégie ressources humaines des armées. Alors, on a l'habitude de dire que les armées sont le miroir de la société. Bon, c'est un miroir quand même légèrement déformant ou déformant. Sur un point particulièrement, c'est la pyramide des âges. Donc, vous le savez, une des caractéristiques des armées, c'est ce qu'on appelle l'impératif de jeunesse. D'abord parce que la guerre, c'est plutôt un sport de jeunes personnes. Et on voit bien toutes les difficultés qu'il existe quand la moyenne d'âge est élevée dans les forces armées. Et donc, cette nécessité, cet impératif de jeunesse a pour conséquence, entre autres choses, d'avoir notamment des flux importants, très importants, d'entrée et de sortie. Donc des flux très importants. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle en RH un système à flux. Voilà. Donc il y a 27 000 personnes, militaires comme civiles, majoritairement des militaires bien sûr en statistique, mais 27 000 personnes qui rentrent et donc qui sortent tous les ans de nos effectifs. C'est plus de 12% des effectifs qui sont changés tous les ans. Et donc les enjeux justement d'attractivité et de fidélisation sont centraux dans toutes nos réflexions. D'autant plus, mais on en parlera certainement un petit peu plus tard, que parmi les éléments importants de notre stratégie, il y a se préparer aux évolutions qui arrivent, et notamment aux évolutions démographiques
que nous voyons poindre à l'horizon. Oui, mais alors quels sont les leviers que vous utilisez justement pour attirer, pour fidéliser des talents Ouais. par Alors pour ces leviers, je vais articuler ma réponse, je le ferai peut-être souvent, en deux parties. C'est les permanences et les nouveautés. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on attire une part importante de la jeunesse qui souhaite s'engager. On a des statistiques, on a des sondages qui disent que 35% des jeunes gens qui voudraient bien s'engager et sont prêts à s'engager physiquement auprès de nous. Donc ça, c'est important. Ce qui existe aussi toujours, c'est que, on l'a vu, il y a des mobilisations quasi réflexes dès que des vrais risques sont présents. Ça, vous le constatez vraiment? Oui, pendant 2 ans après les attentats, donc de 2015 à 2017, on a mesuré environ 45% de volonté d'engagement supplémentaire. Donc des gens qui ont déposé des dossiers d'engagement, plus 45% en 2015, 2016, 2017. Donc là, il y a vraiment des pics qui sont possibles. Donc la mobilisation est possible. Donc ça, c'est permanent. Dans ce qui est permanent, dans les actions que nous, on va mener, il y a, pour l'évacuer rapidement, il y a tout ce qui est un peu trivial, mais qui est très important, c'est vivre de son métier. Donc il ne faut pas que C'est pas trivial, c'est fondamental. C'est fondamental. Et une de nos actions, c'est justement que les gens puissent en vivre, qu'ils soient rémunérés, qu'ils soient traités de la façon la plus au moins comparable possible au reste de la société et de leurs concitoyens. Sinon, ça ne marchera pas, ou ça ne marchera pas longtemps. Autre chose qui est donc cette permanence, elle existe toujours. Ce qui est à la fois permanent mais aussi nouveau, et qui est une partie de l'ingrédient de la colle dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on offre donc pour attirer et aussi pour fidéliser, du coup, c'est notre caractéristique très forte qui est l'escalier social. C'est-à-dire que dans une société en France où le niveau de diplôme stratifie quand même très fortement l'appartenance à différents niveaux éducatifs et sociaux, on leur dit quasiment venez comme vous êtes, et de toute façon, il y a la possibilité de progresser dans la hiérarchie, puisque, pour faire court, la moitié des sous-officiers sont issus des militaires du rang, la moitié des officiers sont issus des sous-officiers. Voilà. Et donc, vous avez un parcours possible, et ça, c'est très attractif. Et donc, ils peuvent, on parlait tout à l'heure en la cohésion, de sentiment d'avoir un destin commun et partagé. Et donc, ils peuvent inscrire, ce qui est très attendu par les gens qui veulent s'engager, ils peuvent inscrire un parcours ou un destin individuel dans ce destin collectif. Et ça, c'est très puissant pour attirer et pour fidéliser. Donc offrir ces destins individuels dans un destin collectif. Ce qui est nouveau, pour moi, je pense, c'est la montée, on en parlait tout à l'heure, puis le GDCL l'a un peu décrit, des niveaux d'incertitude et d'inquiétude très forts qui sont dus à l'actualité, entre autres. Voilà. Et je pense que là, on peut mettre en avant, mais c'est une volonté, et c'est une volonté non seulement des armées, de l'ensemble de la société, une forme de confiance. Il faut construire une confiance parce que personne n'a envie de rejoindre un groupe ou une organisation faible. En revanche, si on dit nous sommes forts, les armées et la nation est forte, on a envie de nous rejoindre. Et donc cette confiance, c'est un facteur très fort d'attractivité et de fidélisation. Donc ça produit d'ailleurs des anticorps, puisque je dis, on rend quand même 27 000 personnes tous les ans à l'extérieur. Donc ça produit des anticorps aussi dans la société. Et dernier point, qui est nouveau, pour fidéliser et attirer, ce qui est nouveau, c'est les métiers nouveaux. On parlait tout à l'heure d'Annecy, de la menace cyber. Donc tous ces métiers nouveaux, émergents, nous obligent à avoir des stratégies un peu différentes. Et donc d'attirer les talents. Et donc là, ce qu'on va mettre en place, ou ce qu'on met en place déjà, d'abord je pense qu'il faut que les métiers soient identifiés. Si vous êtes un combattant du cyber, vous avez envie d'être recruté et vivre dans quelque chose qui vous dit que vous êtes cyber. Donc par exemple, entre autres, le commandement du cyber. De la même façon, il faut laisser une forme d'autonomie très large à ces entités qui recrutent par elles-mêmes les gens qu'elles connaissent dans un vivier qu'elles connaissent et qui viennent les attirer. Voilà. Sortir un petit peu des schémas normés, qu'on aime bien dans l'armée quand même, des processus de recrutement très rigides, et aller directement à la source et faire venir d'une façon très souple tous ces gens dans nos unités. Vous savez que les nouvelles générations ont probablement, ça c'est pour vous et pour Mme Gojal, des attentes différentes vis-à-vis du travail et de l'engagement. Donc comment on peut adapter
une organisation militaire pour rester attractif? Je continue un petit peu. Oui, alors en fait, oui, il y a vraiment des évolutions. On vient de parler d'une de ces évolutions qui est liée au métier. Mais c'est-à-dire que 35 heures et la retraite à 60 ans, c'est compliqué Alors, quand même. alors hein. étrangement, paradoxalement, je pense qu'on a quelque chose à offrir. C'est justement, c'est un peu contre-intuitif par rapport à l'image qu'on peut avoir, c'est une forme de souplesse et une forme de capacité à moduler les formes d'engagement qui est assez forte. Pourquoi ? Parce que de façon constitutive, les armées sont organisées autour des missions. Donc on peut très bien avoir, et ce qui je crois est une grande appétence dans la jeunesse notamment, des moments où on est très engagé, de façon très intense, pendant un moment donné, suivi de moments soit de remise en condition, soit où on est moins lié et on peut revenir. Et donc ce qui peut être ce qui peut être mis en place, c'est justement, et qui peut être attractif, cette capacité à offrir une souplesse d'engagement au quotidien une fois que vous êtes engagé, mais aussi dans les formes d'engagement. Et donc ces formes d'engagement, on peut commencer de façon très concrète par avoir des engagements qui sont encore une fois non plus normés, 5 ans, 6, 10 ans, mais pas à la carte, mais quasiment. Est-ce que tu peux venir 1 an ? Est-ce que tu peux venir 2 ans ? Est-ce que tu peux venir 5 ans ? Est-ce que tu peux venir recommencer un autre cycle ? Donc ça, c'est très souple. Et en même temps, proposer d'autres types d'engagement, et là on rejoint un petit peu les études qu'on mène en stratégie RH, et avec, vous en parliez, avec les difficultés qui existent, l'engagement dans les réserves notamment. Aïe. Donc c'est une autre forme d'engagement qu'on peut offrir. Donc nous sommes passés à 45 000 réservistes, donc ça augmente régulièrement et très fortement. On a un objectif, c'est à 80 000 à la fin de la loi de programmation militaire, et un objectif en 2035 de 1 réserviste pour 2 actifs. Donc on voit que c'est très dynamique. Et tout notre enjeu, c'est de pouvoir proposer le plus possible ces différentes formes d'engagement pour des gens qui ont un temps peut-être compté ou un domaine très particulier à venir nous offrir. Donc ça, c'est aussi une souplesse qu'on peut proposer. Voilà. Et pour conclure cette affaire mais en même temps, notre enjeu, c'est de rester lisible quand même. Si on propose plein de choses, parce que notre force, c'est quand même la lisibilité de l'extérieur. Donc pour rester lisible, il faut maintenir des règles. Et finalement, c'est bien peut-être ce qu'on va chercher chez nous. Et puis, donc je finirai par ce joli mot de discipline, qui est le maintien des règles. Et puisque je suis encadré d'éminents représentants du corps enseignant, discipline, ça vient de disciple, quoi. Donc c'est celui qu'on éduque, c'est celui qui apprend. Voilà. Oui, alors là, quand vous avez prononcé le mot discipline, Sébastien Jakubowski a souri. Pourquoi donc, Sébastien Jakubowski ? Et puis surtout, on sait aussi qu'il y a une grande défiance des Français de plus en plus vis-à-vis de à peu près toutes les institutions. Est-ce qu'ils ont confiance, comme le disait le général Krak, en leur armée, les Français ? Oui, j'ai souri non pas pour dire que vous pensez que le général ne disait pas la vérité. Discipline, c'était évidemment un joli mot. Mais je n'étais pas tout à fait certain de partager complètement l'interprétation sur l'adhésion du corps enseignant au mot discipline. Ce qui est un autre débat. Je pense qu'on le partage tous, votre point de vue dans la salle. Enfin, Pour sans trop diriger un m'avancer. institut qui forme les enseignants, heureusement que dans mon discours de rentrée, je ne leur parle pas de discipline. Je ne suis pas certain de réussir à sortir de la salle en entier. Vivant. Oui, oui. Bon, c'était pour la boutade. J'essaierai, mon général, lors du prochain discours d'accueil des fonctionnaires stagiaires au mois d'août. Alors, quelle est la nature des relations entre confiance et institution ? Alors, j'ai pas pris... enfin, si, j'ai dans mon ordi, mais le temps que j'aille le chercher, que je le sorte, je pourrais vous sortir tous les chiffres. J'avais néanmoins préparé quelques chiffres avant de venir pour cette table ronde. En réalité, les Français ont une grande confiance envers les institutions, du moins certaines institutions, et en particulier envers les institutions régaliennes. Vous pouvez le mesurer, enfin, le CEVIPOF le mesure chaque année dans le cadre de sa vague 15, 16, 17, je ne sais plus quel nombre on est aujourd'hui, dont l'un des indicateurs est cet indicateur de confiance. Alors, je crois que c'est le dernier indicateur, en tout cas, si ce n'est pas le cas, on n'en est pas très loin aujourd'hui. Je peux vous donner par exemple le chiffre d'indice de confiance envers la gendarmerie,
qui est la première des institutions régaliennes. 77% des Français disent avoir confiance envers la gendarmerie. J'ai retenu, position professionnelle intéressée, l'école, 67%. Et puis, au milieu, les armées, 73%. Avec, somme toute, une variation de l'indice de confiance au fil des années qui peut fluctuer, mais qui peut fluctuer concernant les armées au cours de la dernière décennie sur un écart type maximum d'environ 11 points. J'ai retenu que le taux de confiance ou d'indice maximum de confiance que les Français disent porter envers l'institution militaire était de 84% en 2015. Alors 2015, ce n'est pas une année neutre, évidemment. Et 73% en 2024 ou 2023, suivant la dernière campagne. Alors en réalité, les Français ont confiance envers les institutions, et en particulier envers les institutions régaliennes. Mais je voudrais insister sur un point, qui était un point paradoxal. Ce n'est pas parce que l'on a confiance que pour autant, ça produit de l'envie d'engagement, de l'envie d'intégrer, d'être recruté, de postuler. Ce paradoxe, que pour ma part en tout cas je nomme le paradoxe de l'indifférence positive, montre qu'on peut être porté de la confiance envers une institution très positivement, mais en même temps se montrer tout aussi fortement indifférent à elle. Et c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour l'école, c'est plutôt positif pour la gendarmerie, c'est plutôt positif pour les armées. Ça veut dire quoi? Que les Français reconnaissent la situation et l'état professionnel de l'institution, reconnaissent que les militaires sont tout à fait en capacité d'exercer la mission qu'on leur demande de réaliser, mais ça ne signifie pas que, pour autant, pour une grande part d'entre eux, ils aient envie de la rejoindre. Et donc, c'est l'une des idées sur lesquelles je voulais attirer votre attention cet après-midi, c'est que niveau de confiance ne signifie pas volonté d'engagement. Et derrière ça, ce que l'on retrouve, c'est l'indistinction entre le désir et l'envie. L'envie, c'est quoi? C'est la capacité sociale à pouvoir transformer son désir. On ne peut pas toujours socialement transformer son désir. L'envie, c'est passer du désir d'être recruté à l'envie d'y aller. Pour susciter cette envie, eh bien, le général a exposé les éléments clés de la stratégie RH du ministère des Armées, et à ce titre, ils sont importants. Et si je peux me permettre, en tout cas, parce que c'était une des missions que m'avait confiée la modératrice, c'était essayer de réagir aussi à ce que pouvaient dire les différents intervenants. Moi, j'ai retenu une idée et qui est importante que vous avez dite. Vous avez dit l'armée constitue un miroir déformé ou déformant de la société. Et je trouve que c'est très important que vous ayez dit ça, pour ma part, puisque très généralement, c'est assez rare qu'un officier général le dise, très généralement, les armées disent « nous sommes le miroir de la société, ce que nous traversons, ce que l'on rencontre à l'intérieur des forces, toute la société le rencontre et le traverse aussi. Puis tout ce qui se passe dans la société, nous, de façon corollaire, nous le rencontrons aussi. » Non, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mon général, non, les armées ne sont pas du tout le miroir exhaustif de la société. C'est une émanation de la société, mais pas une émanation exhaustive. Et donc, l'un des premiers facteurs de la transformation du désir en l'envie, c'est d'accepter, et ce n'est pas facile pour les armées, de reconnaître qu'elles ne sont pas cet exact miroir, et que sans doute faut-il produire un discours spécifique pour attirer certains des jeunes, pour aider certains des jeunes à franchir le pas du désir vers l'envie. Ouais. Vous avez fini ou... Je peux continuer, mais il faut céder la parole aussi. On peut, noté oui. plein de choses. Sophie Gaujard, lieutenant-colonel, Monsieur Erard, rien à ajouter sur ce point? Je veux dire juste une chose. C'est que si on continue dans les chiffres du CEVIPOF, c'est quelque chose qui doit quand même nous préoccuper dans la situation actuelle, c'est que les élus ont un taux de confiance inférieur à 30%. Alors, il est plus élevé pour les élus locaux, pour les raisons les aussi médias, que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ce que l'on oublie, parce qu'on n'en parle à peu près jamais, en général, on s'arrête là, les élus, les collectivités publiques, c'est que l'un des plus forts taux de confiance qu'ont les Français, c'est dans l'entreprise et dans le monde économique. Et qu'aujourd'hui, tout se passe comme si le lieu d'intégration sociale, le lieu de vie, là où on rencontre son conjoint ou sa conjointe, en fait, devient plus l'entreprise que la collectivité où on habite. Je dis juste comme ça, je ne tire pas le fil plus loin, mais ça doit aussi intégrer nos réflexions quand on parle de la cohésion nationale.
Général, pour clore ce chapitre-là sur les piliers de la cohésion interne des armées, vous pouvez nous le faire en bullet point? Vous pouvez nous bien le résumer, tac, 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 discipline. Pour les facteurs de cohésion des armées, Ouais. alors vous avez la discipline, vous avez le partage des valeurs, mais qui est une Ça, c'est central dans les armées, Oui. mais pour rebondir sur ce que disait Monsieur Jakubowski, le partage des valeurs dans la société civile, on n'y est plus beaucoup. Hein. Oui, mais justement, parce qu'il s'agit de les affirmer sans aucune... on disait tout à l'heure, par les disciplines, je pense qu'il n'est jamais inutile et il ne faut pas avoir peur en fait, de dire les choses aux gens. Et en général, ils sont contents quand on leur dit. Nous, quand on reçoit des jeunes, qu'on leur fait monter les couleurs et qu'on leur fait chanter la Marseillaise, quelles que soient leurs origines et leur engagement antérieur, d'abord, ça peut choquer, mais très vite... Choqué. Des gens qui ne sont pas habitués. Je ne parle pas de jeunes engagés. Hein. Ouais. Gens qui ça peut étonner, où on dit on ne partage pas forcément un valeur. Mais en fait, je pense que la force du discours, quand il est asséné avec une grande... avec clarté et confiance, au contraire, emporte majoritairement l'adhésion. Et ça, c'est un facteur qui va déclencher la dynamique dont je parlais dans le catalyseur de la glu, de la colle, qui est le sentiment de partager un destin commun, c'est-à-dire de voyager ensemble. C'est ça qui est très très puissant. En fait, c'est cette dynamique qui est puissante. Partager des valeurs, c'est statique. Ce qui est important, c'est la mise en dynamique. Et c'est ce qu'on fait dans une unité, par exemple. On partage les choses et on est en dynamique parce que physiquement, on va partir ensemble et qu'on va être liés pour toujours à ce destin ensemble. Et c'est ça, en fait, la cohésion. Monsieur Jakubowski, là, je parle de... J'arrive à vous. Lever de drapeau, la Marseillaise tous les matins dans les écoles françaises, ça vous semble complètement impossible? Ma voisine me dit que ça se fait en Alsace, j'ai répété. Aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas prêts complètement à cela. C'est dû à notre très beau politiquement pays. correct. Ouais. On n'est pas complètement prêt à ça. C'est très politiquement correct, en effet. Mais Oui. merci. Je pourrais développer tout à l'heure, si vous voulez, sur les dispositifs visant la jeunesse et intégrant l'école, qui visent à promouvoir les valeurs relatives à l'ensemble très général que nous appelons ici cohésion. Mais je vous laisse. C'est ce sur quoi je voulais intervenir. Alors, On n'a prenez pas la encore balle. C'est pour ça que je n'en parle pas. Voilà. Non, je peux vous laisser parler. On n'a pas encore prononcé le mot cohésion. Depuis le début, on parle de cohésion nationale, mais la cohésion dans le sens état d'esprit, vivre ensemble, on ne l'a pas vraiment défini. Et je pense que là, pour le coup, c'est vous qui allez me suppléer et me dire quel est l'état dans la vie civile et en tout cas en dehors des armées, parce que dans l'armée, on connaît ce que c'est que la cohésion. On sait ce que c'est que d'être bras contre bras, arme contre arme, ensemble. Et on cultive dans nos régiments, dans nos escadrons, on cultive cette culture de la cohésion. Maintenant, qu'en est-il dans la société civile? Qu'en est-il dans l'éducation nationale? C'est difficile de répondre à une question aussi large. J'ai dit tout à l'heure sur la notion de cohésion, et d'ailleurs vous avez repris à juste titre tout à l'heure. La question était pour moi surtout centrée sur la question de la solidarité. Mais je pense que ce autour de quoi nous tournons depuis tout à l'heure, c'est finalement de lutter sans le dire contre un autre des mythes qui est de considérer que la cohésion, une fois conquise, est acquise. En fait, une fois qu'elle est conquise, elle est constamment à reconquérir. Puisque la cohésion, c'est surtout pour moi un facteur de rupture. Et considérer qu'elle est permanente, et les deux intervenants jusqu'à maintenant, enfin les deux intervenants pléniers si je puis dire, l'ont dit chacun à leur manière, elle est finalement à plusieurs reprises et dans des séquençages qui sont différents, à bâtir ou à rebâtir ou à reconstruire. Et en fait, il faut trouver une opportunité, alors qui peut être une crise, qui peut être un facteur d'engagement, qui peut être un facteur exogène, mais qui suscite cette cohésion, qui de toute façon ne touchera jamais l'intégralité de la société civile. C'est pour ça que je disais que c'était un peu compliqué de pouvoir y répondre, mais qui peut toucher des groupes sociaux, parce que pour moi, la cohésion, elle est reliée au type de lien social qui unit les individus. Mais plus on va rentrer dans la profondeur des liens sociaux qui unissent des individus, plus on va descendre à un niveau plus de groupe, plus réduit. Et c'est là où vraiment la cohésion va fondamentalement s'éprouver.
Je voudrais juste prendre un exemple tout à fait symptomatique, me semble-t-il, de ces effets de rupture autour de la cohésion. Vous êtes comme moi, tout un chacun ici, vous avez vécu les JO de plus ou moins loin, de plus ou moins près, plus ou moins intéressé par le sport ou pas, mais pour un grand nombre d'entre vous, sans doute, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'enquête, mais vous avez à un moment ou un autre entendu, écouté, pris dans une forme d'ambiance, peut-être même malgré vous, autour de ce qui pouvait se passer. Et là, toute une série de discours sociopolitiques ou médiatiques ont été produits. La France se réunit après la dissolution, après les clivages, après tout ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, une fois que c'est fini, c'est fini. Donc il faut à nouveau rebâtir, reconstruire, retrouver un autre sujet, une autre thématique, qui ne soit pas un attentat si possible, qui permette à la nation, entre elles, finalement, de retrouver du sens, de la cohésion, des valeurs. Et ça, c'est un travail continu, c'est un travail permanent. Et donc, quand on veut parler de cohésion, bien sûr, on met en place des séries de dispositifs. L'école en met en place, les armées en mettent en place. D'autres institutions également le font. Mais il ne faut pas considérer que leur finalité sera pérenne. Alors, la jeunesse, c'est un vecteur aussi de la cohésion nationale. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Sophie Gojal. C'est quoi le lien entre la jeunesse et les armées aujourd'hui? Et comment, justement, ça contribue à cette cohésion nationale? Alors, en fait, Ouais, c'est bon là. Je pense que s'agissant de la cohésion nationale, puisque c'est notre sujet, je voudrais revenir un petit peu sur. En fait, moi, je suis dans une division qui s'appelle la division cohésion nationale, qui a été créée en août 2023. Et cette division cohésion nationale, elle a été créée à la demande du chef d'état-major des armées. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que le chef d'état-major des armées il a à voir avec finalement la cohésion nationale, même si bien sûr tout est dans tout et qu'évidemment il a à voir comme tout le monde au titre de son ministère. Mais pourquoi est-ce qu'il a décidé de créer une division cohésion nationale? Pourquoi est-ce qu'il a décidé qu'en 2021, lorsqu'il publie sa stratégie militaire générale, il dit que la cohésion nationale, c'est l'axe 1 de sa stratégie militaire générale? C'est-à-dire, c'est pour lui l'élément central. Tout à l'heure, je citais Thucydide, et c'est bien l'idée que sans les citoyens, sans le caractère, c'est pas juste les citoyens, c'est le caractère des citoyens, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir les meilleurs remparts et d'avoir le plus grand nombre de vaisseaux. Donc ça veut dire qu'en fait, la cohésion nationale, c'est la force des armées. Et donc, ça a été cette bascule majeure. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que c'est un concept qui, en devenant l'axe 1 de la stratégie militaire du chef d'état-major des armées, devient un concept qui est un concept opérationnel, stratégique. Ce n'est pas juste dire il faut de la cohésion nationale parce que c'est important qu'on s'aime bien tous les uns les autres. Il faut de la cohésion nationale parce que sans la cohésion nationale, en fait, eh bien, on ne sera pas capable de résister à nos adversaires. Or, on a des adversaires. Et ces adversaires, en 2021, on pourrait dire qu'il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. La guerre n'était pas encore revenue sur le sol européen. Et c'est pourtant déjà en 2021 que le chef d'état-major des armées dit la cohésion nationale, c'est l'axe 1 de ma stratégie militaire générale. Et pourquoi est-ce qu'il en arrive à ce constat? Parce que sans cette cohésion, et parce que la guerre a changé de nature, avant même qu'elle arrive sur le sol européen, puisque c'est devenu une guerre qui est multidimensionnelle, une guerre qui peut nous toucher sur le plan cognitif, par la lutte informationnelle. C'est une guerre qui est présente en permanence, et donc pour le chef d'état-major des armées, il n'y a plus une séquence crise, guerre, paix, ça c'est terminé. On est dans un continuum permanent d'affrontement, de compétition, de contestation et d'affrontement. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans un système de guerre permanent. Et que dans ce système de guerre permanent, on est aussi dans une dimension qui est multidimensionnelle, parce qu'on n'est pas juste dans une guerre qui met en action une armée sur le terrain, et puis la population civile attend tranquillement que ça se passe, mais au contraire, la population civile, elle est elle-même la cible, en fait, de cette guerre permanente. Donc, à partir du moment où on fait ce constat, à partir du moment où la population civile, elle est la cible de ces attaques,
on est forcément dans une population civile qu'il faut protéger des attaques, mais aussi qu'il faut renforcer pour être en capacité de répondre et d'agir dans une guerre qui est dans ce continuum et qui est là, en fait, qui n'est pas la ligne de front, elle est ici même, en ce moment. Et les dispositifs actuels répondent aux besoins des armées ? Alors, les dispositifs actuels, on a de la chance parce qu'on a un certain nombre de dispositifs qui sont extrêmement puissants. Ces dispositifs, ils ont été créés en 1997, au moment de la suspension du service national. Et notamment, on a la chance d'avoir un rendez-vous avec l'ensemble de la jeunesse, une classe d'âge, 17-18 ans, 800 000 jeunes, une journée, c'est peu, mais en fait c'est très envié à l'étranger, qui est la journée de défense et de citoyenneté. On a d'autres dispositifs qui ont été mis en place également, comme par exemple les classes défense, 20 000 jeunes par an, comme par exemple les rallyes citoyens, un certain nombre de dispositifs avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur, avec les professeurs également. Donc on a beaucoup de dispositifs. Je dirais, pour apporter peut-être deux nuances. La première, c'est que ces dispositifs, aujourd'hui, hors la JDC, qui est donc un dispositif obligatoire, ne touchent que 80 000 jeunes et encore souvent les mêmes, donc plutôt 80 000 actions envers la jeunesse, mais plutôt on pourrait dire 40 000 jeunes. Donc sur une classe d'âge de 800 000 jeunes et sur un ensemble de 10 millions de jeunes, c'est trop peu. Et puis la deuxième chose qu'on pourrait dire sur ces dispositifs jeunesse, c'est que c'est des dispositifs jeunesse qui ont été créés en temps de paix. Or, vous l'avez compris, on n'est plus en temps de paix. On est dans ce continuum permanent. Et ils ont été construits en temps de paix, et comme toujours en temps de paix, on a un petit peu du mal à identifier les vrais besoins qu'on pourrait avoir plus tard, parce que justement tout va bien, qu'on était dans une armée qui était expéditionnaire, qu'on était dans une armée qui était échantillonnaire, etc. Et donc du coup, ces dispositifs jeunesse, à un moment donné, il est possible qu'on ait un peu perdu de vue les objectifs. Par exemple, quand on questionne sur la JDC, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que 85% des jeunes disent qu'ils ont passé une très bonne journée au moment de la JDC. Et si on regarde pourquoi ils ont passé une très bonne journée, c'est très trivial, c'est parce qu'il y avait des frites. Et donc là, on est dans la satisfaction d'un besoin immédiat. Et donc, à un moment donné, peut-être, on perd de vue l'objectif. L'objectif, c'est pas de donner des frites aux jeunes. L'objectif, c'est de les préparer à la résilience et au risque. Après, deuxième objectif qu'on a pu perdre de vue un peu aussi, enfin, toujours le même objectif qu'on a perdu de vue, mais un deuxième argument, c'est que aussi, comme ces dispositifs jeunesse, ils permettaient de rétablir le lien armée-nation. L'esprit de défense, c'est une notion qui a été introduite par des communicants, en fait, à un moment donné où justement on avait besoin de rétablir le lien armée-nation parce qu'on avait supprimé le service militaire et que donc il y avait besoin de recréer justement cette colle entre les armées et la nation. Alors on a développé ces dispositifs jeunesse, mais peut-être qu'à un moment donné, les armées ont perdu de vue l'objectif central pour en faire plutôt des actions de communication. Et ça, c'est peut-être le deuxième problème. Et puis un troisième qui n'est pas un problème, mais qui a peut-être un petit peu dilué l'action des armées également, c'est que finalement, ces dispositifs jeunesse, on les a faits pour la jeunesse. On les a faits pour essayer de pallier à des problèmes d'égalité des chances, d'insertion. Et finalement, on a peut-être oublié, là encore, même si tout ça c'est évidemment très bien et très vertueux, que ces dispositifs jeunesse, ils étaient là avant tout pour essayer d'éduquer les jeunes à la culture du risque. Or, aujourd'hui, cette culture du risque, on en a besoin. Lieutenant-colonel Berthaud, est-ce qu'on donne des frites aux jeunes en Finlande ? Parce que vous êtes attaché à l'ambassade de Finlande, et c'est quand même un exemple en termes de cohésion nationale, avec un modèle d'engagement citoyen à peu près total. Oui, c'était toujours difficile en fait de venir parler d'un pays dans lequel on vit, mais qu'on ne connaît pas vraiment. J'ai une question à vous poser, alors j'espère que ça va vous réveiller. C'est qui pense connaître la Finlande, le modèle finlandais, et notamment le modèle de défense finlandais ? Ah, quelques personnes. Laura qui est finlandaise, qui m'a fait l'honneur de venir, va pouvoir m'appuyer dans mes propos. Moi, je vais vous parler d'un modèle qui, de l'extérieur, a l'air vraiment parfait. Mais je vais surtout vous mettre en lumière que la Finlande a un modèle de défense et un modèle de cohésion nationale qui est en partie et surtout dû à des facteurs qui sont géographiques, une frontière de 1300 km avec la Russie, historique, une guerre en 39-40 qu'on appelle la guerre d'hiver,
qui a fait énormément de morts, mais pendant laquelle ils ont résisté face à l'envahisseur soviétique, et également des facteurs culturels et politiques. Donc ça va être vraiment le propos que je vais développer. Tout d'abord, la Finlande a une très très forte culture de résilience. C'est un mot qu'on a prononcé mais sans vraiment s'y attarder. Résilience nationale. Donc, dû à son passé, à la fameuse guerre d'hiver 1939-40, pendant laquelle, en fait, 500 000 soldats soviétiques ont envahi la Finlande, et en face, il y avait à peu près 200 000 hommes finlandais, pas forcément combattants. Hommes finlandais, pourquoi ? Parce qu'ils ont pris les armes pour défendre leur territoire, leur maison, leur quartier. Donc c'est vraiment la grosse différence. Voilà, quelques chiffres qui vous sont présentés maintenant. La Finlande, donc petit pays, environ en gros 300 000 km², un peu plus que la moitié de la France, 5,5 millions habitants, donc c'est très très petit. Mais aujourd'hui, ils sont 12 500 soldats professionnels, mais en revanche, il y a 280 000 réservistes actifs, prêts à prendre les armes et qu'on forme dans une unité en particulier. Si on mobilise tous les hommes qui font leur conscription, mais ça je reviendrai dessus, en Finlande, on arrive à 900 000 personnes. Vous imaginez que sur 5 millions, presque un cinquième de la population est prête à... Hommes et femmes ? Hommes et femmes. Femmes sur le volontariat, mais j'en parlerai un peu plus loin. Après, donc, je reviens sur la guerre d'hiver et sur les facteurs historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a unifié en fait ce pays et qui lui a donné une identité très très forte, on a une Finlande avec une population quasiment homogène. Très peu de migrants, et aujourd'hui encore, la population reste relativement homogène, avec des minorités, notamment suédoises et samis, donc en Laponie, qui sont, je vais dire, intégrés, très fortement intégrés. Enfin, ce qu'a donné la guerre d'hiver et la guerre de continuation après, en 41-45, à la Finlande, c'est la culture de ce qu'on appelle le sisu. Alors, c'est un terme intraduisible en français, je suis désolée Laura, mais qu'on peut traduire par persévérance, force de caractère, résilience. Mais ce terme qui a été créé se transmet de génération en génération. Et les enfants, en fait, dans la cour d'école, vous disent « Tu peux pas pleurer, t'es un sissou. T'as pas le droit de pleurer. » Il a donné lieu à un film du même nom, Sissou, qui est sorti en 2022, qui n'est pas forcément une réussite, selon moi. Je suis désolée. Un peu violent. Mais ça permet aussi, ce genre de film, de raviver justement la flamme. Et au cas où on oublierait qu'un Finlandais est persévérant, résilient et a une grosse force de caractère, de temps en temps, un petit film comme ça fait du bien. Est-ce que c'est pas la Finlande où les mamans mettent les berceaux dehors avec les enfants pour qu'ils apprennent le froid, la sensation du froid? Exactement, vous trouverez en Finlande les mamans qui sont au chaud dans la bibliothèque pendant que les bébés sont dans leur berceau à l'extérieur et qui fait -20. -20. Mais ils sont bien emmitouflés, donc il faut qu'ils apprennent aussi à vivre dans leur environnement. Outre le film Sissou dont je viens de parler, que je vous conseille d'ailleurs, un livre récent d'un Français qui s'appelle Olivier Norek parle des guerriers de l'hiver et justement retrace la vie du héros de l'époque qui s'appelle Simo Ahua, qui était le sniper qui a tué plus de 500 soviétiques. C'est un excellent livre. C'est un excellent livre, bon livre, je le conseille. D'ailleurs, il a reçu déjà des prix et les jeunes adorent ce livre. Donc je vous le conseille également, n'hésitez pas à le lire. Et enfin, je rebondirai, si vous voulez mieux connaître la Finlande, c'est regarder la série télé qui est actuellement sur Canal+, qui s'appelle Konflikti, et qui retrace assez bien en fait les dynamiques internes de la population et de la Finlande en général, et qui met surtout en lumière justement cette résilience et l'unité du peuple finlandais.
en abordant les thèmes de la défense du territoire, de la protection des citoyens. Dans la série Conflicti, justement, ça sert vraiment de miroir aux valeurs fondamentales et qui forge la cohésion nationale finlandaise. Alors, j'en ai tout à l'heure parlé un petit peu. Le deuxième facteur de cohésion nationale en Finlande, c'est la culture sociale et politique. C'est, dans la culture politique, la culture du consensus. Il faut savoir que les partis politiques en Finlande dirigent parce qu'ils font des coalitions. Et on est passé, typiquement en 2023, d'une coalition gauche du SPD droite, enfin centre-droite, à une coalition centre-droite, extrême-droite, mais très rapidement, mais sans avoir changé la politique et la façon en fait de gérer le pays. Donc vous avez un consensus et un débat perpétuel au niveau politique qui fait qu'on discute, on débat. Et tout ça, c'est toujours pour le bien de la nation. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le bien de la nation et pour le bien de la population. Alors, je vais résumer cette partie politico-sociale. Ce modèle favorise une gouvernance pragmatique, efficace, stable, parce qu'on a beau changer de parti et passer de la gauche à la droite, ça reste très stable. Et surtout, l'intérêt national prime sur tous les clivages. Et quand vous avez ça en tête, on parlait tout à l'heure de confiance dans les institutions. Alors j'ai quelques chiffres moi aussi. Seulement 11% des Finlandais expriment une certaine défiance envers les institutions politiques. Ça place la Finlande en tête des pays européens en termes de confiance institutionnelle. Et je ne parle pas du régalien, parce qu'en termes militaires, actuellement, ça a un petit peu chuté ces 2 dernières années. 79% des Finlandais sont prêts à prendre les armes pour défendre le territoire finlandais s'il était attaqué, et quelle qu'en soit l'issue, même si l'issue est incertaine. Donc, c'est quelques petits chiffres. On se demandait avec le général, en vous écoutant, ça faisait rêver pour la France, général, non ? Ça fait... Oui. En fait, ça fait rêver. En même temps, je me disais, alors merci beaucoup, et puis ce sont des exemples qu'on étudie avec, et qu'on observe avec pas mal d'acuité depuis quelques mois, malheureusement seulement, les exemples nordiques, voire d'autres pays, justement, dans cette approche, mais qui sont pleins d'enseignements, mais en même temps, il faut bien comprendre, et là je rejoins ce qu'a dit Madame Gojal tout à l'heure de façon assez puissante, ce sont des pays qui, comme vous l'indiquiez, sont frontaliers, donc ont la menace à leur porte. Et donc, l'imminence de la menace dans l'histoire, etc., est très présente. Nous, toute la difficulté qu'on a actuellement, et qui n'était pas celui du sursaut post-attentat de 2015, c'est comment marier faire expliquer la nécessité de la cohésion nationale aujourd'hui avec une menace qui n'est pas perçue comme immédiate et à notre frontière. Et c'est toute la difficulté qu'on a, et la définition notamment de la cohésion nationale dans ce que nous on appelle, les militaires, le centre de gravité. Le centre de gravité, dans notre question, c'est votre force principale que l'ennemi va attaquer, et comme le disait Mme Gojal, que nous devons protéger. Et cette cohésion nationale, dans une question de centre de gravité, et souvent quand vous menez une offensive ou quand vous faites une opération militaire, vous n'avez parfois, pour vaincre l'ennemi, vous n'avez pas forcément besoin de détruire toutes ces unités, mais vous pouvez juste les disloquer. Et donc en fait, notre centre de gravité, qui est la cohésion nationale, comme c'est la colde qui fait tout ça, si vous attaquez ça, eh bien vous disloquez la nation, et vous n'avez même plus besoin de la combattre. Et donc c'est fait, c'est réglé. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est contre ça qu'il faut éveiller nos concitoyens. Et toute la difficulté, c'est que nous n'avons pas physiquement, en visuel, des gens sur nos frontières. C'est à la fois tout l'enseignement qu'on peut tirer de pays comme la Finlande ou autres qui sont très en avance dans ce sujet-là, et en même temps les limites qu'il nous faut réinterpréter pour notre propre modèle. J'étais, pour l'anecdote, je présente une émission sur RTL avec des correspondants étrangers, et donc on a parlé évidemment de la guerre et de ce qui se passe. La correspondante polonaise qui vit donc à Paris évoquait la situation, et puis à un moment je lui dis, mais comment ça se passe vraiment, donnez-nous un peu de
d'émotions, de sentiments. Et elle disait, moi, je pleure tous les soirs, mes parents sont très inquiets. Vraiment, en Pologne, on sent une mobilisation de tous et de chacun, et que vraiment, le danger est à nos portes. Et je me retourne vers le correspondant espagnol et je lui dis, et vous aussi, alors, c'est le toxin et tout ça. Alors il me dit, non, nous on est plutôt sur des histoires de est-ce qu'il faut des toilettes neutres pour les transgenres ou des problématiques de tourisme, est-ce qu'il faut... Et donc je me disais quand même, c'est fou que l'Europe, notre Europe soit si divisée. Alors évidemment, il y a un problème de distance, mais enfin quand même ne pas prendre conscience comme ça. Bon, ça m'a paru quand même assez... à la fois éclairant et un peu tristounet. Pour rebondir sur ce que disait le lieutenant-colonel Berthaud, elle a parlé d'une population homogène, elle a parlé d'une culture du consensus, elle a parlé de stabilité politique, elle a parlé d'intérêt national qui prime sur tous les clivages. Bref, elle a fait un anti-portrait de notre beau pays, Sébastien Jakubowski, non ? Vous trouvez pas ? C'était pas voulu. C'était pas voulu, Je mais vous ai il se trouve parlé de que la Finlande. c'est sans porter je porte pas de jugement. Je dis que ça ressemble pas du tout à ce dont c'est notre beau pays. Donc, est-ce que c'est possible dans notre pays d'envisager de sonner le tocsin, comme l'a fait le président récemment, il y a 10 jours, et de se retrouver avec des gens unis autour d'un drapeau, d'une idée, de valeur, comme le disait le général. Je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans ce que la lieutenant-colonel Berthaud a exposé. Peut-être l'une des clés de la réponse se trouve sur le critère d'échelle, puisque la composition des populations, mais au-delà de la composition des populations, de leurs enjeux sociopolitiques, en termes, vous avez dit 5 millions, aux alentours de 5 millions pour la population, un peu moins de 65 de mémoire pour notre pays. Ce que ça m'inspire, en tout cas, comme réflexion, et en essayant de le connecter à ce qui a déjà été dit jusqu'à maintenant, je pense que les individus, aujourd'hui, souhaitent s'engager, exprimer une adhésion à des valeurs. Et on pourrait citer les études, et notamment la dernière d'Anne Muxel, Les jeunes et la guerre en 2024. Je le ferai si vous le souhaitez. Et si Anne ne l'a pas déjà fait ce matin dans la propre table ronde dans laquelle elle est intervenue. Mais donc ces enjeux-là sont importants. Mais je pense que si on veut comprendre les enjeux de positionnement des individus aujourd'hui, sans doute faut-il réinjecter la notion de territoire au milieu de tout cela. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure avec le niveau de confiance envers les élus locaux. Quand on est à un niveau d'appartenance à un collectif plus réduit, pas forcément plus homogène, mais plus réduit en volume, plus on peut développer un lien social qui conduira ou qui émettra des rapports de solidarité et des liens de cohésion importants entre les individus, et plus cela peut, sur le papier en tout cas, être facile de dialoguer, de discuter, de débattre, un peu comme le font les Finlandais, ce que vous nous en avez dit, et puis de permettre d'établir et d'élaborer un accord commun qui permet à chacun finalement de s'y retrouver. Et c'est vrai que les attentes aujourd'hui en termes d'appartenance, de sentiment d'appartenance, me semble-t-il, si je m'appuie sur les travaux des géographes un peu connus qui parlent d'archipélisation, d'associété, de fragmentation, etc., enfin, vous les connaissez tous. Au-delà de ça, je pense que l'un des moyens de lutter contre ça, c'est de redonner du sens, mais de redonner du sens plus en lien avec la vie, le territoire de vie et le quotidien des individus. Ce sera plus facile pour un individu de défendre son territoire proche, territoire n'étant pas nécessairement le territoire géographique, son périmètre en tout cas d'appartenance, qu'un territoire plus vaste, en tout cas dans l'absolu, hors situation de conflit, hors situation de guerre. En tout cas, c'est peut-être une des pistes. Jean-Christophe Erard. Oui, alors très vite, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en effet, le local est une des clés, tout simplement parce que, comme le dit le comité 21 dans son rapport annuel qui a été publié hier ou avant-hier,
tout ce qui se passe au niveau national donne des directions, mais si on veut faire de l'action, il faut être au plus proche du terrain. D'ailleurs, ils sont en train de changer le nom du comité 21 pour remettre le mot territoire dedans. Ça donne une identité. Je veux dire quand même, dans tout ce marasme, qu'il y a de l'espoir. Il y a 200 000 pompiers volontaires. La Croix-Rouge, l'année dernière, a enregistré 15 000 volontaires supplémentaires dans ses équipes secouristes. Et il y a 20 millions d'adhérents dans les associations dans ce pays. Et donc, il ne faut pas croire. D'ailleurs, le Crisis Lab à Sciences Po a fait une étude très intéressante sur cela, qui a été publiée fin décembre. Il ne faut pas croire que la population française ne s'engage pas. C'est tout le contraire. Elle fait énormément de choses. Reste à savoir si elle va s'engager dans des choses utiles et pour la société. Mais au final, l'engagement associatif, il est toujours utile pour la société. Quand on va faire de l'éducation au sport, à la culture, au soutien aux devoirs, de l'assistance aux personnes défavorisées. Voilà. Après, reste à savoir comment on fédère tout cela. Alors, j'en viens, là je prends un gros risque, parce que je parle devant un sociologue, et moi je voudrais parler du fondateur de l'impédimentologie. Je suis obligé de l'écrire à chaque fois que je le cite. Et alors, c'est beaucoup plus facile de se rappeler son nom. Il s'appelle Stéphane Durand. Je ne sais pas si vous connaissez ce sociologue qui est, je crois qu'il est à Aix. Alors, l'impédimentologie, dans l'impédimenta, c'est les obstacles. Donc, l'impédimentologie, c'est l'étude des obstacles aux évolutions et aux mutations. Et il dit, en fait, face à un monde qui change, et il l'étend d'ailleurs à tout type de changement, ça peut être un déménagement pour une personne, ou ça peut être une restructuration d'une entreprise. Il y a deux caractéristiques possibles. Soit on s'angoisse, soit on a peur. On n'est pas excité Dans par un premier temps, c'est où on a peur. Voilà. Alors, la grande différence, c'est que la peur, c'est un moyen, un levier puissant d'action. Les animaux, quand ils ont peur, ils partent en courant, ils font quelque chose. Et donc, qu'est-ce que ça va produire, la peur ? Ça va produire des solutions concrètes. A contrario, l'angoisse, ça amène au repli. Et ce repli débouche sur de l'imaginaire, sur des fake news, sur la désinformation. Je laisse chacun en tirer les conclusions qu'il veut sur la déclinaison politique de ce que je viens de dire. Mais lorsque, depuis des années, comme ça, je ne peux pas être taxé de favoriser tel ou tel camp politique, on ne veut pas dire ce qui a été dit excellemment tout à l'heure sur le thème de « en réalité, nous sommes en guerre ». Ou alors on le dit de temps en temps, puis après on le dit plus. Non. Eh bien, finalement, face à une incertitude, au lieu de dire les choses franchement et d'avancer vers des solutions concrètes, on laisse la population, qui se croit protégée par la sécurité sociale pour ses malheurs individuels et le parapluie nucléaire pour ses malheurs collectifs, alors qu'en réalité, ils ne sont protégés ni par l'un ni par l'autre. La crise Covid ne s'est pas arrêtée à la porte de la sécurité sociale, et que je sache, le bouclier nucléaire n'a pas arrêté la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Et donc, on a une vraie question à se poser sur la nature du discours et des messages que l'ensemble des institutions publiques font passer. Je terminerai sur le local. Lorsque l'on est sur un territoire où il y a des lieux d'inondation, quelle est la responsabilité des élus ? Est-ce que c'est de dire aux gens, désolé, mais là on ne construit plus, voire même on déconstruit ? Ou est-ce que c'est de dire, bon écoutez, ça n'est pas très grave, on va faire des digues, on va essayer de monter des petites montées de terre pour que ça vous protège, des bastins et que sais-je. Voilà, on est exactement dans la même situation. Général, je vous bon ai senti... Oui, non, pour rebondir, je suis en partie d'accord avec certaines choses, mais pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et sur un peu la dichotomie entre local et national ou plus global. Oui, c'est vrai, l'attention portée notamment de la jeunesse au local me semble plus forte qu'avant, et dans des études que nous avions menées à l'époque effectivement avec Madame Muxel, on avait bien vu que, ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, puisque c'est une étude qu'on lui avait commandée, c'était le fait que les jeunes, un des freins très puissants des jeunes à l'engagement était justement le fait qu'ils avaient peur de perdre le lien avec leur territoire, leur local. Ce qui me semblait, alors j'ai peut-être déformé déjà à l'époque, mais ce qui me semblait totalement, pour un enfant des années 70 et d'engagement 80 que je suis,
justement, nous, on voulait partir de chez nous, quoi. Nous, on voulait quitter le nid. Vous étiez où, vous? Moi, alors, comment? Alors, donc c'est Non, dire mais qu'il y a vous étiez où? géographiquement, Ouais. à Montpellier. Montpellier. Donc c'est pas quelque part dont on fuit facilement. Bah non. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça nous a beaucoup aidé. Donc oui, c'est vrai, le local est présent. Néanmoins, et pour effectivement relier à l'exemple notamment finlandais, c'est pas la culture française de ne pas dépasser le local, parce que nos ancêtres, quand on parle de cohésion nationale, quand j'ai dit ça permettait de unir entre elles des composantes très diverses, mais qui l'ont toujours été, de la population française. En 14 et en 14-18, des Bretons qui parlaient pas un mot de français sont allés mourir pour l'idée qu'ils avaient de la France. Des Alsaciens et des Provençaux, qui sont les peuples les plus diamétralement opposés du monde, ont vécu ensemble. Donc je pense que notre mission, c'est justement de dépasser tout ça, et dans ce moment de diversité qui existe à nouveau dans notre histoire, et de dépasser tout ça. Et si le local était la clé unique, on n'aurait pas un phénomène quand même qu'on observe, c'est que en très forte proportion, en tout cas plus que leurs origines locales, nous avons dans nos armées un engagement massif d'ultramarins. Si c'était pour défendre juste le local, ils ne viendraient pas à Belfort ou à Lille pour s'arracher à leur île. Donc je pense que ça, c'est un facteur. Notre culture, c'est justement l'arrachement du local. Donc il faut le cultiver parce que c'est utile. Parce que quand on fait de la réserve, eh ben c'est plus facile, comme en Finlande, d'aller défendre le pont qui commande la rivière de son village. Mais en même temps, ce n'est pas notre but ultime. Nous, Mais c'est des échelons différents, peut-être. L'armée et le civil, comme disait M. Erard. Oui, mais voilà. Donc le réserviste local, oui, c'est très bien. Mais je pense qu'on a un effet d'entraînement qui doit nous permettre de dépasser ça et qui doit nous permettre d'aboutir à la cohésion nationale, qui doit nous protéger, justement, dès à présent des menaces. Sophie Gojal, vous vouliez dire. Puis après, on fera un petit. Vous voulez faire des questions-réponses? Ouais. Ah, mais bien sûr. Oula. Mais il nous faut 45 heures en plus. D'accord. Bon, une petite conclusion, Oui, si vous voulez bien, et puis on va passer la parole à notre. Une conclusion, parce qu'effectivement, on a envie de vous entendre. Pour dire simplement que la question, finalement, là, aujourd'hui, c'était celle de la cohésion nationale. Moi, je trouve que c'est un pari très ambitieux de parler de cohésion nationale, parce qu'il y a un vrai enjeu sémantique derrière. Et d'ailleurs, on a commencé par des définitions. Et s'il y a un vrai enjeu sémantique derrière, c'est que je pense que d'abord, la guerre, on peut la faire avec des mots. Et que pour la faire avec des mots, il faut la faire avec les bons mots, qu'il faut bien les stabiliser. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots de vocabulaire, finalement, que je trouve un peu flottants. On parle d'esprit de défense, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Je sais qu'en Finlande, on parle de volonté de défense, et du coup, il y a une notion de gradation. On va un petit peu plus loin, on est dans l'action. On parle du lien armée-nation, mais qu'est-ce que ça veut dire, le lien armée-nation? Alors que justement, on est dans l'idée de la colle. Et la colle, ça veut dire qu'il n'y a pas un lien armée-nation, il y a un tissu armée-nation. Il y a quelque chose, il y a une forme de continuité. On parle de civils et de militaires. Est-ce qu'il y a vraiment une discontinuité entre les civils et les militaires? On parle de mobilisation, on parle d'engagement, on parle de recrutement. Il y a beaucoup de mots qui font peur. On se dit, oulala, on va se faire endoctriner, on va se faire incorporer. Donc les mots, à mon avis, il faut quand même qu'on les stabilise dans notre vocabulaire. Et je pense que de la même manière qu'il y a un continuum entre l'affrontement, la contestation et la confrontation, il doit y avoir aussi un continuum dans notre société entre le civil et le militaire. Et ça passe par l'engagement. Ça peut passer par différents seuils. Ça peut passer, par exemple, par d'abord sensibiliser les jeunes au risque de la désinformation. Ça, pour moi, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est justement ce qu'on appelle l'esprit de défense, mais à bien définir, c'est-à-dire la sensibilisation, et c'est ce qui permettra à chaque individu d'être résilient individuellement, c'est-à-dire de faire face à un choc et de pouvoir l'absorber et y répondre en cas de menace, parce qu'on se situe dans une perspective de guerre. Le troisième degré, eh bien, c'est pour certains et pour ceux qui le souhaitent et pour les volontaires, eh bien, c'est de s'engager aux côtés des armées, de manière volontaire. Et puis, dernière étape, l'ultime, mais ce n'est pas forcément la première qui est recherchée par l'armée, même si elle est fort utile, c'est l'engagement au sein des armées, c'est le recrutement. Et je pense qu'on a tendance à faire des raccourcis, aller directement au recrutement. Du coup, il y a une méfiance qui s'installe. Cette méfiance, elle nous est extrêmement défavorable. Et donc, c'est voilà ma conclusion. Ouais, merci beaucoup, Sophie Gojal.